Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il est l'heure pour nous de faire le bilan, le bilan du PSG Andersen. Bah écoute, je pense que le Paris Saint-Germain est sur une saison assez bizarre. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça. C'est très bien en championnat, mais en Ligue des Champions c'est un peu difficile. On ne sait pas pourquoi. On va essayer en tout cas d'expliquer pourquoi. En tout cas aujourd'hui on a un invité incroyable, ok. Pour moi côté PSG, il y a deux GOAT sur YouTube, il y a l'immigré parisien et il y a l'invité qu'on a aujourd'hui, c'est Recoba. Comment tu vas? Ah, merci, c'est gentil. Merci. Être comparé à l'immigré parisien, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Il te met la pression de direct. Grosse pression. Ouais, c'est clair. Mais merci, ça fait plaisir. Bah, on grandit petit à petit. Mais ouais, c'est vrai, comme il le disait, il y a une saison mi-figue, mi-raisin côté PSG. En championnat, ça se passe magnifiquement bien. Et en Ligue des Champions, c'est pas pareil. C'est pas la même musique. Mais on va en discuter. Hâte de discuter de tout ça. Et encore une fois, merci pour l'invitation. C'est toujours gratifiant, surtout quand on est comparé au GOAT. Mais il me semble qu'il y a quand même un Madrilène parmi nous. Il faudrait peut-être qu'il quitte la vidéo. Exactement. Tu vois, je suis venu aujourd'hui, moi, pour constater. Le juge, il est neutre. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté, Recoba, l'invitation. Vous pouvez le retrouver, Recoba, il est partout sur YouTube, c'est simple. Vous pouvez le retrouver sur Paris Central, vous pouvez le retrouver sur Foot Central aussi. Et bon, on va commencer tout de suite. Si vous êtes chaud, on envoie le générique, c'est parti. Allez, on commence tout de suite ce bilan de mi-saison. Recoba, on va commencer peut-être en faisant un petit bilan général. On va te demander ton impression sur la première moitié de saison parisienne. On sait que en Ligue 1, voilà, ça s'est plutôt bien déroulé. On est toujours invaincu après 16 matchs. Et puis en Ligue des Champions, c'est un petit peu plus compliqué. C'est quoi, toi, ton regard déjà sur cette première moitié de saison parisienne? Bah ouais, c'est les résultats, c'est un petit peu compliqué en Ligue des Champions. Maintenant, il y a quand même un point positif, c'est que le contenu, il est toujours là. Et ça, c'est quand même quelque chose de cool cette saison et même la saison dernière quand même, où il y avait un contenu intéressant. Moi, je trouve qu'il y a une équipe qui progresse. Et quand tu regardes le contenu cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, il y a quand même du bon contenu. Après, en Ligue des Champions, malheureusement, les résultats ne suivent pas et le nombre de points est clairement pas là. Maintenant, il reste 2 matchs, donc pour se qualifier, ça va être important. Mais il y a quand même un contenu qui est là. Et ça, je trouve que c'est plutôt positif parce qu'au moins, tu peux voir que l'équipe progresse. Et l'important, je trouve quand même, c'est d'avoir du progrès, surtout sur une deuxième saison avec Luis Enrique, avec des changements. Il y a beaucoup de joueurs qui ont changé l'année dernière, cette année encore. Donc c'est bien, c'est plutôt positif. Même les gros matchs en Ligue 1, il y a depuis certaines saisons, les dernières saisons, notamment sous Galtier et Pochettino, où on n'arrivait pas à gagner les gros matchs, on se faisait bouger dès que l'équipe en face mettait de l'intensité. Là, on peut se rendre compte quand même que dans les gros matchs cette saison, c'est carton plein en Ligue 1. Face à Arsenal et au Bayern, on n'a pas été ridicule. L'Atlético, on doit l'emporter 100 fois. Donc c'est vrai que moi j'ai un regard quand même plutôt positif sur la saison, malgré cette 25e place pour l'instant en Ligue des Champions, parce qu'il y a quand même le contenu, quoi. Bah écoute, ça me fait très plaisir, Recoba, de t'avoir aujourd'hui sur la chaîne, parce que j'arrête pas de le dire à Femi depuis le début de la saison que certes, les résultats sont pas toujours au rendez-vous, mais que moi, personnellement, quand je vois cette équipe du Paris Saint-Germain jouer, en tant que supporter extérieur, dans le contenu, je suis surpris, agréablement surpris, et je suis heureux parce que typiquement pour moi, j'estime que la manière dont le Paris Saint-Germain joue ses matchs et domine à chaque fois l'adversaire. Ça n'a pas été le cas, certes, face à Arsenal. Je pense que Arsenal, c'est vraiment le seul adversaire contre qui c'était compliqué de produire un meilleur football. Mais sinon, dans l'ensemble, le jeu est là en fait. Il y a les occasions, il y a les situations et il manque juste de finition. Mais quand je fais des débriefs avec lui, j'ai l'impression que... Non, je suis désolé. J'ai l'impression qu'on est face à un Paris Saint-Germain qui a énormément de mal, alors que moi, c'est ce que je lui disais, que moi, quand je comparais avec la situation du Real, par exemple, au début de la saison, il n'y avait ni l'un ni l'autre, en fait. Et je préfère quand même avoir le contenu, sachant que l'évolution, plus tard, c'est que les buts rentrent et que les résultats arrivent. Et voilà, tu le dis aussi, donc ça me fait plaisir que tu le dises. Non, après, moi, j'essaie juste d'apporter un petit peu de nuance. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Recoba, sur le fait que, voilà, enfin, on a un fond de jeu, enfin, voilà, on est cohérent dans ce qu'on propose. Je suis d'accord avec ça. Mais je suis pas d'accord pour dire qu'on est en progrès par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière. Moi, j'ai vu énormément de carences dans ce qu'on a pu produire
offensivement notamment. Et la Ligue des Champions s'est apparue comme le grand révélateur. C'est ce qui a permis aux gens de comprendre qu'il manquait quelque chose offensivement à cette équipe. Mais on l'a vu aussi plusieurs fois en Ligue 1 où ça a été compliqué. Bah après, tu perds quand même ton meilleur buteur. Et c'est ça. En fait, le truc, c'est que tu perds quand même Kylian Mbappé. Quand bien même il n'était pas dans une forme olympique avec nous, et là au Real Madrid, tu peux en témoigner. Mais c'est quand même un joueur. Merci pour la pique. Obligé. Mais c'est quand même un joueur qui fait la différence. Face à la Sociedad, par exemple, bon ben voilà, sur 2 actions, hop, 2-0, on n'en parle plus. Donc c'est quand même important d'avoir un joueur comme ça. Et malgré que tu aies perdu ce gars-là, alors c'est sûr que tu as des problèmes à la finition, et on peut le voir même en Ligue 1 face à des blocs bas, par exemple, on a du mal à finir, et on a beau avoir des occasions, on a du mal à finir. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi, pour voir qu'une équipe joue bien, c'est surtout sa capacité à 1, bien défendre, et 2, bien attaquer. Et après, il y a la vérité du match qui va faire que si tu es bon dans les 2 surfaces, tu gagnes. Donc marquer, évidemment, la mettre au fond, et quand tu encaisses le peu d'occasions que tu encaisses, ne pas encaisser de but. Et le problème, c'est que le Paris Saint-Germain, dans ces 2 surfaces, cette saison, et surtout sur ce début de saison, il a été mauvais. T'encaisses 2-3 occasions, malheureusement, ça fait but. T'as 4, 5, 6, 7 occasions, malheureusement, t'en mets pas une. Et pour moi, c'est pour ça que je suis positif, parce qu'il y a vraiment un contenu où l'équipe joue bien puisqu'elle arrive à se créer des occasions, et elle arrive à concéder peu d'occasions. Malheureusement, sur ce peu d'occasions, on prend des buts, et sur le nombre d'occasions qu'on a, on ne marque pas. Et tu vois, j'aurais été alarmé si vraiment on n'arrivait pas à se créer des occasions, et qu'en plus, défensivement, on encaissait des vagues. Mais ce n'est pas le cas. On arrive à faire le plus dur, arriver aux abords de la surface, se créer des occasions avec des circuits qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peut-être parfois trop prévisibles, avec ce côté droit où on force par moment. Mais en tout cas, on les a, les occasions, parce que factuellement, tu regardes les XG contre le PSV, l'Atlético, même face au Bayern, on a quand même 2-3 occasions. Il y a quelque chose, c'est vraiment, ouais, comme tu l'as dit, Arsenal, où là, on a senti qu'on était vraiment très, très en dessous. Mais tout le reste, on a eu des occasions, et pour le coup, on n'a pas eu 30 milliards d'occasions contre nous. Et quand tu le regardes même dans les stats, et d'ailleurs, c'est quelque chose quand même qu'on observe avec le PSG cette saison, encore plus sans Mbappé, c'est un PSG, une vraie équipe qui défend et qui concède peu d'occasions, qui est très forte au contre-pressing. Et ça, c'est important. Et même pour se créer des occasions, quand tu récupères des ballons hauts, forcément, ça fait la différence. Donc, le fait qu'on se crée beaucoup d'occasions et qu'on en concède peu, je suis plutôt positif là-dessus, même si c'est vrai qu'à la finition, c'est pas bon. Mais au moins, je me dis, avec un peu plus de qualité devant et sur nos offensifs au milieu, ça pourrait faire la diff dans les années futures. Exactement. Non, honnêtement, sur l'aspect défensif et sur le fait qu'on concède beaucoup moins, je suis totalement d'accord avec toi. Après sur ce qu'on voit offensivement, moi, honnêtement, tu n'as pas réussi à me convaincre. C'est vrai que l'argument des XG, on l'entend beaucoup. Et honnêtement, moi, quand je regarde le match à la télévision, par exemple celui contre l'Atlético, je suis désolé, on ne génère pas énormément. Je regarde le match contre Gérone, on ne génère pas beaucoup. Et les occasions, en fait, pour moi, elles ne sont pas suffisamment sérieuses, elles ne sont pas suffisamment à même de mettre en difficulté les adversaires pour qu'on puisse marquer. En sachant que, en plus, voilà, Luis Enrique, c'est la rengaine qui te sort à chaque fois en te disant, on aurait dû prendre 6 points contre l'Atlético et contre le PSV. Au final, on n'en prend qu'un. Mais pourquoi, à chaque fois, on n'arrive pas à marquer? Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est différent. Si je peux me permettre, quand même, moi qui regarde de l'extérieur, c'est très, très différent de ne pas réussir à te procurer les occasions contre l'Atlético Madrid ou contre Gérone. Certes, contre Gérone, c'est peut-être inquiétant, mais contre l'Atlético Madrid, absolument toutes les équipes. Moi, le premier en Liga, on se bute contre cet Atlético Madrid, parce qu'ils ont une manière de jouer qui fait que, en fait, tu penses que tu domines, que tu as des occasions, mais en fait, tu n'en as pas vraiment. Tu as des situations parce qu'ils jouent vraiment très, très bloc bas et ils arrivent à très, très bien défendre. Donc, c'est compliqué. En fait, c'est plus alarmant contre Gérone, pour le coup, qui vraiment, cette saison, ils n'étaient pas en forme, de voir que oui, tes attaquants manquent d'efficacité et tout, que contre l'Atlético Madrid. Je suis désolé, tu es face à une équipe quand même qui est à peu près, en tout cas en Europe, similaire à toi, et c'est normal. Moi, j'attendais même plus un match du style contre Arsenal, par exemple, avec l'Atlético, mais malheureusement, j'ai vu que justement, le PSG avait tellement dominé que pour moi, sortir de ce match-là avec la défaite, c'est très, très, très cruel, tu vois. Au moment où tu dois gagner le match, ou à un minima avoir le match nul, et tu sors avec 0 points, tu vois. C'est pas, je peux comprendre quand Luis Enrique dit que il aurait mérité d'avoir minimum 4 points dans les 2 matchs, hein, parce que c'est pas normal de te prendre un but comme ça à la dernière seconde. C'est le même scénario qu'a eu le Barça face à cette équipe d'Atlético. En fait. Ils font rien du match et à la dernière seconde tu te prends une contre-attaque parce que tu veux marquer, en fait, alors que eux ils veulent pas marquer. Le match nul, ça leur suffit.
Toi, Recoba, sur... ouais, ouais, L'Atlético, vas-y, ouais, je non, t'en prie. Ouais. l'Atlético vient de faire la même chose au Barça. Tout le monde a encensé le Exactement. Barça sur le début de saison, un Barça exceptionnel. Alors c'était le cas, hein, il fallait le dire, c'était normal. Mais là, le Barça, ils ont un vrai trou d'air. Et si tu regardes le match face à l'Atlético, c'est la même chose. Ils dominent, l'Atlético défend bien, et au final, ils finissent par gagner. Et ils marquent à la dernière minute. Donc l'Atlético, c'est un des pires adversaires que tu peux affronter, et notamment quand tu es le Paris Saint-Germain. On le sait, on a des problèmes face au bloc bas, on le voit même en Ligue 1. Nantes et Auxerre peuvent témoigner. Des fois, surtout en Ligue 1, tu as des blocs bas, tout ça. Tu as une équipe comme l'Atlético, bah, tu as du mal à marquer. Déjà, quand tu as du mal à marquer, toi, bah, tu affrontes une équipe comme ça, c'est encore plus dur. C'est Maintenant, pire. il y a aussi des détails qui ont fait que. Et pour moi, encore une fois, c'est des petits détails. Et dans ta surface, quand tu te tournes comme ça sur le dernier but, tu as Nuno Mendes qui ne défend pas, qui laisse Griezmann la donner à Correa, Vitinha qui tourne son dos. Le premier but qu'ils mettent, tu as Nuno Mendes qui dort un peu, qui est voilà, il met pas assez d'intensité parce que c'est ça aussi le problème. C'est un truc qu'on peut remarquer avec le PSG de Luis Enrique, c'est qu'il domine tellement, il a tellement le ballon que par moment il s'endort un petit peu. Et quand l'équipe d'en face commence à sortir, à se réveiller un peu, bah nous on est un petit peu endormis, on est tombé un peu dans un faux rythme, on est tellement sûr de nous, tellement dominant que au final, ben, on se déconcentre un petit peu, on met moins d'intensité et derrière on peut se faire piquer sur 2-3 situations. L'Atlético l'a fait, le PSV l'a fait. Seule frappe du PSV Eindhoven, il y a but, Noah Lang. Donc moi, l'Atlético, ça m'inquiète pas parce que je m'y attendais. Alors, c'est relou parce que tu perds, clairement, mais tu savais que tu allais avoir des problèmes face à cette équipe. Tu as eu des occasions. Bon, bah, tu n'as pas marqué. Il y a le tapin, Hakimi, Dembélé, ils ne le mettent pas au fond. Tu vois, à un moment donné, tu as envie de te dire, Voilà. tu as envie de t'arracher les cheveux. Et en plus de ça, tu te fais punir à la dernière minute. Mais si tu regardes, par exemple, PSV, Gérone, moi, je suis pas d'accord avec toi. Le PSV, on a quoi 4, 5 DG. Gérone, on touche le poteau une fois, je crois. Poteau ou barre. On aurait dû avoir un penalty quand Asensio se fait tacler. Je sais plus si c'est le PSV ou si c'est Gérone, mais il y a Asensio qui se fait tacler à un moment donné. Il y a Dembélé qui touche la barre aussi contre Oui. Gérone. Il y a eu 2-3 situations aussi. Il y a le face-à-face de Dembélé. Dembélé qui court tout seul et qui finalement se fait rattraper par le défenseur parce qu'il fait pas la passe à Barcola. C'est Enfin, vrai. tu vois, il y a des situations, mais c'est lunaire. Donc, c'est pas normal pour une équipe en Ligue des Champions à ce niveau-là, on est d'accord. Et donc, tu te fais punir. Tu as de la chance face à Gérone, tu prends 3 points. Mais les occasions sont là. Donc, c'est pour ça, moi, quand il y a le contenu, alors je suis d'accord, le truc des stats, ouais, les XG, les machins, c'est vrai qu'on on en parle beaucoup en 2024 de tout ça. Mais en même temps, les statistiques, ça contextualise un peu ton match. Quand tu vois, par exemple, moi, il y a une donnée que j'avais remarquée avec le PSG, c'était qu'on prenait beaucoup moins d'occasions. On concédait beaucoup moins d'occasions. Eh ben, quand tu regardes les XG, les occasions concédées, les XGA, du coup, ben, il y en a beaucoup moins. Et c'est une réalité, ça se voit en chiffres. Donc, ça permet d'imager un petit peu ce que tu vois sur le terrain. Donc, c'est quand même important, les stats. Après, il n'y a pas que ça, évidemment. Et j'aurais préféré remporter le match et ne pas avoir toutes ces occasions-là. Honnêtement, je pense sur le match du PSV, clairement, pour moi, on mérite de gagner. On est vraiment au-dessus. Moi, j'ai plus de mal avec les autres matchs qu'on a fait au Parc des Princes en Ligue des Champions. Mais bon, je vois que j'ai deux personnes contre moi. Non, Non, non. honnêtement, j'entends. Hein. Je dis pas que c'est catastrophique. Hein. Clairement, par rapport à ce qu'on a connu sous Galtier, sous Pochettino, c'est le jour et la nuit. On se faisait éteindre. Je me rappelle le dernier match de Ligue des Champions là sous Galtier, c'était la confrontation contre le Bayern. Face au On s'est Bayern, fait c'est ridicule. Tu touches pas éteindre le ballon du match. aller-retour. Ouais, c'est n'importe quoi, tu vois. On se fait complètement éteindre. Donc oui, quand tu remets tout ça dans le contexte, ce que Luis Enrique a réussi à faire en un an et demi, c'est quand même très fort. Et ça, faut quand même lui reconnaître. Justement, Recoba, sur Luis Enrique, clairement, c'est un peu la star du projet aujourd'hui. C'est celui qui vampirise un petit peu toutes les attentions. Qu'est-ce que tu penses, toi, de sa gestion? Il y a eu beaucoup de choix qui ont été remis en cause. Il y a le fait que, par exemple, des joueurs comme Fabian Ruiz ont toujours sa confiance, pendant que, je ne sais pas, un Kolo Muani n'a aucune minute, etc. Il a été complètement mis au banc, comme des joueurs comme Skriniar aussi. Il y a eu aussi l'altercation avec Dembélé, etc. Comment, toi, tu analyses sa gestion? Est-ce que tu es en phase avec tout ça? Et si je peux me permettre aussi, je rajoute une dernière question. Est-ce que tu penses que c'est l'homme de la situation pour le Paris Saint-Germain? Voilà. Ouais, je pense que c'est l'homme de la situation parce qu'il fallait remettre un peu l'église au milieu du village, remettre le sportif au milieu de tout ça. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style de jeu, moi par exemple, je l'ai dit quand il est arrivé, j'étais pas forcément grand fervent de Luis Enrique et partisan de son jeu, surtout quand on a vu la Roja forcément avec les 1000 passes et l'élimination au bout. Maintenant,
quand tu pars dans un nouveau projet avec l'envie de remettre le sportif avant tout, l'envie de te séparer de joueurs qui ont été mis au-dessus du club par leur faute aussi, hein, on peut reprocher beaucoup de choses à Neymar, Mbappé et autres, mais nos dirigeants et surtout Nasser Al-Khelaifi, ils sont évidemment pour quelque chose. Quand tu repars sur une nouvelle page, une nouvelle feuille, je pense que c'est intéressant d'avoir un entraîneur qui a une vraie patte, un vrai style de jeu. Maintenant, ce qu'il va falloir aussi dans les années futures, que ce soit l'homme de la situation ou pas aujourd'hui ou demain, ça va être faire perdurer ça. Parce qu'il faut capitaliser sur le travail qu'il fait. Moi, je prends toujours l'exemple, et toi, tu es bien placé pour le savoir, l'exemple du Real Madrid avec José Mourinho. Il repose les bases, les fondations, ce qui permet derrière au Real d'Ancelotti de gagner. Exactement. Il remet le Real en demi. Plein de gens oublient souvent que si Ancelotti est arrivé et a réussi à gagner directement en 2014, c'est que Mourinho avant a fait un boulot monstre. C'est-à-dire qu'avant que Mourinho arrive, on a un Real Madrid qui n'arrive même plus en huitième de finale de la Ligue des Champions, alors que lui il arrive et il fait 3 années de suite une demi-finale, il n'arrive malheureusement pas à la gagner. Mais dès que Ancelotti arrive et le gagne, c'est exactement la même équipe, c'est l'équipe de Mourinho. C'est juste que voilà, Ancelotti il est arrivé au bon moment, au bon endroit et puis voilà. Et aujourd'hui, comme tu le dis, le Paris Saint-Germain a besoin de ces bases-là. Je pense que pendant trop longtemps, vous avez couru après une chimère qui est la Ligue des Champions, alors qu'il n'y avait pas forcément. En fait, on a cumulé les stars et il n'y avait pas forcément un projet de jeu bien construit, bien défini derrière qui s'inscrit dans la durée. Et c'est ce qui est aujourd'hui le cas avec Luis Enrique. En fait, ouais, comme tu le dis, en fait, ils ont brûlé les étapes parce qu'il y a eu le PSG jusqu'à la fin Zlatan où on passait pas l'écart, mais il y avait une vraie équipe, il y avait un style de jeu, une identité, une colonne vertébrale, des remplaçants, il y avait un effectif homogène. Donc, il y avait tout ce qu'il fallait. Bon, on n'a pas eu les résultats qu'il fallait. Derrière, Zlatan part, on prend Neymar, Mbappé, etc. C'est pas grave. Projet star, ce que tu veux, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que à la tête de tout ça, tu mets pas un entraîneur qui peut gérer tout ça, tu mets les joueurs au-dessus du club et en plus de ça, le problème c'était pas forcément les stars mais c'était l'effectif que tu as construit aussi à côté. Quand tu te retrouves avec des latéraux comme Bakker, Florenzi, un milieu de terrain Gay, Herrera et compagnie, non mais tu vois, c'est pas possible. Malheureusement, quand la BBC, il y a Bale, Benzema, Ronaldo, au milieu, tu as Casemiro, Kroos, Modric, derrière, tu as Ramos, Pepe, Varane et compagnie. Il n'y a pas, tu vois, tu n'as pas Diakité et Alexandro en défense centrale, hein, même s'ils font du bon boulot, mais voilà, c'est peut-être pas les meilleurs exemples parce qu'en vrai, ils font une Super Ligue des Champions. Mais bref, tout ça pour dire que effectivement, il ne faut pas oublier les travaux, que ce soit l'homme de la situation ou pas, les travaux sont là et sont importants pour aujourd'hui et aussi le futur et peut-être le futur coach. Et ça va être important aussi si jamais il est plus là, de prendre quelqu'un qui fait perdurer un peu cette philosophie. Parce qu'en fait, si tu fais tout ça et que demain tu changes de coach, tu prends un mec qui joue en transition, un Conceição, peu importe, un autre entraîneur, c'est pas bon. Et quand tu vois par exemple le Liverpool aujourd'hui, pour prendre un autre exemple que le Real, le Liverpool d'Arne Slot, s'ils sont là, c'est aussi parce que le Liverpool joue ensemble depuis longtemps, cet effectif est bâti de la bonne manière et depuis longtemps, il a bénéficié des travaux de Klopp, ils ont remis Edwards, ils ont restructuré tout ça. Bref, c'est pas pour rien en fait si Liverpool est là, c'est pas le changement d'entraîneur qui a fait comme ça tu te mets à gagner. Donc pour moi le PSG a fait la meilleure chose possible d'avoir un projet intelligent et cohérent, voilà, surtout cohérent, avec un directeur sportif qui visiblement travaille avec Luis Enrique. Donc pour moi les bases sont là, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins les bases sont là et sont cohérentes. Maintenant je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut leur imputer, que ce soit à Luis Enrique ou à Luis Campos, c'est forcément l'effectif. Et ça c'est pour ça que des fois je suis un peu plus sympa avec Luis Enrique, même si on peut lui reprocher, c'est que cet effectif, quand tu pars début septembre avec cet effectif, tu sais que tu as des lacunes devant, tu sais qu'il te manque de la qualité et de la quantité. Donc après, venir te plaindre en conférence de presse, c'est bien gentil, mais voilà, ça fait 4 mois que tu sais qu'Mbappé part. Tu as 2 mois au mercato, tous les mois d'avant pour préparer. Après, peut-être que tu n'as pas forcément aussi une amplitude grande. Hein. Moi, je compare toujours avec la situation que j'ai au Real Madrid, où aujourd'hui, en fait, je comprends un peu mieux quand Ancelotti vient et te dit que, en fait, il a le meilleur effectif possible. En fait, je sais très bien que c'est de la langue de bois parce qu'il ne peut pas faire mieux, parce que c'est pas lui qui décide et que c'est le président qui décide d'acheter des joueurs ou pas. Est-ce que c'est pas le cas aussi pour Luis Enrique? Est-ce qu'on ne lui impose pas aussi cet effectif-là? On lui dit, débrouille-toi avec ça et on n'a pas forcément l'argent pour faire le recrutement. En plus, par rapport à ce qu'on a déjà fait. Je pense que il y a quand même un budget qui est là. On a quand même assaini bien la masse salariale et tout. On était à la plus grosse masse salariale d'Europe à un moment donné. Là, c'est bon, c'est plutôt pas mal. Mais le truc, c'est que tu as un entraîneur qui a les pleins pouvoirs, qui fait ses choix aussi, qui a refusé des joueurs, on le sait. Tu as un directeur sportif qui a aussi ses intérêts à lui, qui a ses joueurs à lui, son agent préféré, etc. Même si ça date pas d'aujourd'hui. On le savait avec Leonardo et Mino Raiola. Donc, je trouve ça très hypocrite aujourd'hui. Hein. On fait les comptables, la même chose, voilà. On parle des agents, tout ça, mais là, on ne parlait pas de Mino Raiola. Alors, il y avait un meilleur effectif, plus homogène, plus cohérent, c'est sûr. Mais bref, ce qu'il y a, c'est que voilà, il y a eu en tout cas des refus sur certains joueurs.
qu'ils aient raison ou tort ou quoi. Sancho, peut-être qu'il en voulait pas, Osimhen, tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on dirait, ouais, c'est une erreur, donc pas de souci là-dessus. Maintenant, il faut assumer, mais en attendant, au niveau des résultats, à part en Ligue des Champions, c'est plutôt bien assumé. Maintenant, il y a aussi un marché qui était spécial. Ça, pour trouver des circonstances atténuantes, cet été, c'était un marché très spécial. Il y a eu peu de mouvements, peu de grosses sommes investies. C'était quand même un mercato très spécial par rapport aux années précédentes. Bon, en tout cas, l'effectif, il est là. Et au final, moi, je trouve que c'est cohérent ce qui se met en place. Moi, je vois, comme je l'ai dit, je vois une équipe qui progresse. En championnat, on est invaincu. On est en avance sur les temps de passage par rapport à l'année précédente. On a battu toutes les grosses équipes en Ligue 1, 3-0, 3-1, 4-2. On a battu tous les gros. Malheureusement, il y a ce petit hic en Ligue des Champions. Mais comme je dis, bon, au moins le contenu est là. Maintenant, on verra, parce que c'est sûr que s'il n'y a pas qualification, bon, ce sera peut-être une autre conclusion. Après, il y a les choix. Là où je te rejoins, c'est les choix des joueurs avec Kangin Lee, avec Fabian Ruiz. Il y a Kolo Muani, on le sait. Maintenant, il y a des choses qui s'expliquent et des choses qui ne s'expliquent pas. Moi, en Fabian Ruiz, je peux comprendre qu'il ait un rôle important dans cette équipe parce qu'au milieu de terrain, tu n'as pas forcément d'autres joueurs. Maintenant, quand il est titulaire dans un grand match de Ligue des Champions, quand il passe devant dans un petit match de Ligue 1, devant un Kangin Lee ou un Seny Mayulu, ça me pose un peu problème parce que clairement, il ne mérite pas sa place. Depuis le début de saison, les gros matchs de Fabian Ruiz, tu les comptes sur les doigts d'une main. Donc ça me dérange, tu vois. Après, que tu laisses du temps à des mecs comme Kangin Lee, d'autres jeunes joueurs et tout, il n'y a pas de souci. Je peux le comprendre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le joueur. Moi, je ne suis pas un grand fan de Kangin Lee, mais je peux comprendre qu'il soit important. Il y a des choses qu'on ne voit pas à l'entraînement. Comme je le dis souvent, Luis Enrique, il voit les joueurs à l'entraînement. Il les connaît par cœur. Nous, on ne les connaît pas. Il a aussi besoin de leur faire apprendre ce qu'il doit leur apprendre. Ça prend du temps, tout ça. On pense que, je ne sais pas si vous avez vu le reportage de Luis Enrique, mais tu vois, le jeu de position, c'est complexe. C'est des choses, c'est très complexe. On le sait tactiquement aujourd'hui, c'est très complexe. Il y a des joueurs qui mettent plus ou moins du temps à comprendre et à assimiler tout ce que veut mettre en place le coach. Et donc, forcément, tu es obligé de laisser un petit peu de temps. Et c'est pareil, par exemple, pour le cas Kolo Muani, où c'est normal de lui laisser du temps. Maintenant, quand tu vois que, avec le temps de jeu qu'il a, il rate ses occasions, techniquement, c'est un peu léger, tout ça, tu comprends que finalement, il est juste pas adapté. Moi, je suis totalement d'accord avec toi sur Randal Kolo Muani. Hein. Je pense que sur cette chaîne, le seul défenseur de Randal Kolo Muani, ici, à côté de moi, c'est Femi. Parce que j'estime que pour le coup, parce qu'il me dit tout le temps, oui, on ne lui a pas laissé sa chance. Je suis désolé, mais il lui a laissé sa chance. Et je pense que. Non, je pense que. L'année dernière, il a beaucoup joué. Exactement. Quand je prends l'exemple même dans Gonzalo Ramos, en fait, c'est quelqu'un. Luis Enrique, de ce que je vois, c'est qu'il te laisse ta chance. Si tu lui prouves que tu mérites d'avoir. Il te laisse 15 minutes. Si tu lui prouves que tu mérites d'avoir 30 minutes, il va te laisser 30 minutes. Si tu lui prouves que tu as besoin d'avoir 45 minutes, il va te laisser 45 minutes. Aujourd'hui, moi, le seul reproche que je peux lui faire dans son effectif, c'est peut-être de ne pas vouloir un vrai numéro 9 parce qu'on voit clairement que son effectif, quand il y a un vrai numéro 9 devant et quand il n'y en a pas, ou quand il y a un faux numéro 9, c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent énormément à pas vouloir d'un numéro 9. Je ne comprends pas du tout le refus d'un Osimhen. Je pense que peut-être qu'il s'est dit qu'il n'allait pas forcément comprendre justement son jeu de position. Hein, et c'est peut-être aussi ça qui justifie certains choix dans son équipe. Quand vous parlez de Fabian Ruiz, moi je suis désolé, je ne peux pas comprendre qu'on ait un Fabian Ruiz qui soit excellent avec l'Espagne et au Paris Saint-Germain, ça ne va pas. Donc il y a quelque chose qui manque et peut-être que lui justement aux entraînements, Fabian Ruiz lui donne satisfaction parce qu'il comprend ce qu'il veut et maintenant arriver en match où c'est un peu plus compliqué pour Fabian Ruiz, mais vous ne pouvez pas me dire qu'en 2 mois un joueur peut faire un euro comme ce qu'il a fait avec l'Espagne et ensuite venir faire la saison qu'il est en train de faire avec le Paris Saint-Germain. Donc il y a quelque chose qui fait que malgré tout il garde la confiance de l'entraîneur et je pense que comme tu l'as dit justement Jacoba, c'est aussi les entraînements, peut-être qu'il donne satisfaction aux entraînements là où les autres ne donnent pas forcément satisfaction. Et c'est la même chose pour Randal Kolo Muani. Si aujourd'hui il n'est même plus dans l'effectif, c'est peut-être que en fait ce que Luis Enrique attend de lui, il le fait pas, ni en match, ni aux entraînements, et ça devient compliqué pour lui, parce que typiquement depuis que Gonzalo Ramos est revenu, certes il n'est pas tout le temps titulaire, mais dès qu'il a l'occasion, chaque match il rentre. Chaque match il rentre, je vois ce que je veux dire. C'est une réalité. Du coup oui, sur la gestion de Luis Enrique, moi je suis vraiment mitigé, je suis mi-figue, mi-raisin, comme j'aime dire sur la chaîne en vrai. Pourquoi ? Parce que, par exemple, sur le cas du faux numéro 9, honnêtement, Gonzalo Ramos, tu l'as dit, il a plutôt fait de bonnes choses. Moi, j'avais été déçu, notamment sur la demi-finale retour l'année dernière contre Dortmund, où j'avais pas trop kiffé la prestation de Ramos, parce que c'est vraiment le gros match où on l'attendait. Et puis, Kolo Muani, on voit que quand on lui donne la confiance nécessaire, on voit que c'est pas le joueur aussi pourri qu'on veut bien dire, tu vois. Après, bien sûr qu'il est jugé à l'orée des 90 millions d'euros qu'il a coûté sur le marché, ça je veux bien l'entendre, mais à un moment donné, c'est le joueur dont tu disposes.
Et en l'absence de Ramos, tu aurais dû lui faire confiance, tu aurais dû lui donner plus de temps de jeu. Honnêtement, la façon dont il a été écarté, j'ai trouvé c'était violent, tu vois, c'était vraiment pas respectueux. En plus, on parle d'un joueur qui c'est pas un joueur problématique, c'est un joueur qui donne un petit peu tout ce qu'il a à l'entraînement. Quand il rentre sur le terrain, il fait énormément d'efforts. Voilà, moi je trouve que c'était vraiment violent comme gestion de Kolo Muani. Après, Luis Enrique, il n'est pas connu pour faire dans la dentelle. Hein. Je pense que c'est le premier Tant coach mieux, hein. du Barça qui n'a pas hésité exactement mieux, à mettre on est pas Lionel un Messi social. sur le banc. Exactement, il a mis Lionel Messi sur le banc parce que ses résultats ne lui convenaient pas. Donc, Mais pour le coup, moi j'étais satisfait quand Luis Enrique arrive en début de saison dernière. Moi j'étais archi satisfait du recrutement. Pour moi, il fallait un entraîneur déjà de renom qui avait déjà gagné. En l'occurrence, il avait gagné la Ligue des Champions avec le Barça. Il fallait quelqu'un qui soit plus fort que son vestiaire, puisqu'on en avait beaucoup parlé sur les années précédentes. Pour moi, il fallait quelqu'un voilà, qui ait une aura suffisante pour pouvoir tenir ce vestiaire. Maintenant, en plus, il a été délesté de ces éléments les plus problématiques, on va dire, en termes d'ego. Donc, moi, j'étais content. Après, voilà, je trouve que sur la gestion, il devrait mettre un petit peu plus d'eau dans son vin. Là, on a vu que récemment, ça a failli péter. Il a su quand même temporiser un petit peu et je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, sur les derniers matchs et les dernières prestations parisiennes, c'est quand même mieux que ce qu'on a pu voir là, notamment lors du creux que le PSG a connu, le match à Auxerre, le match contre Nantes, etc. Voilà, on voit que c'est quand même beaucoup mieux. Après, sur le mercato, etc., il a beaucoup parlé, Luis Enrique, en disant que lui, il était très satisfait de son effectif, etc., qu'il était content des joueurs qu'il avait à disposition. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes le 11 de départ parisien, que ce soit Pacho, que ce soit Neves, même un Désiré Doué aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont soit titulaires, soit qui commencent à postuler à une place de titulaire. Donc ça a vraiment été des plus-values, j'ai envie de dire, en termes de recrutement. Je pense que globalement, on peut être satisfait des recrues qu'on a eues, même si on avait une petite réserve à la fin du mercato. Moi, je continue de penser qu'il manque quand même certains joueurs, notamment offensivement, où je pense qu'on peut avoir peut-être quelqu'un sur le côté, un ailier qui nous apporte un peu plus de danger. Mais on voit que globalement, les choix qu'on a fait sur le mercato, ils sont bons. On n'a pas acheté n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel prix. Donc franchement, moi, je suis plutôt satisfait du mercato. Même Safonov, sur qui on pouvait avoir quelques réserves aussi au début, c'est quelqu'un qui joue le jeu de la concurrence avec Donnarumma. Donc moi, honnêtement, je suis plutôt satisfait de ça. Ça va me permettre de faire la transition, Recoba, sur le cas un petit peu Donnarumma, Safonov et la concurrence qui est installée entre les deux. Toi, tu prends le parti de qui? Je te pose la question clairement. Qui t'as envie de voir démarrer, toi? Ouais, déjà, tu vois, ce qui est bien, c'est que ça peut me permettre juste de parler juste avant, c'est que si tu poses cette question-là, déjà, c'est qu'effectivement, Safonov a été peut-être un bon choix. On en saura plus s'il joue un petit peu plus, etc. Mais si on se pose la question, c'est qu'il peut être dans la balance, c'est que finalement, c'est pas n'importe qui. Même si on le connaissait pas, c'est pas un peintre. Et effectivement, au niveau du mercato, il y a des joueurs qui se sont imposés tout de suite, comme Pacho, comme Neves, même Désiré Doué maintenant qui est jeune, qui devait digérer un petit peu son transfert et qui s'est beaucoup mis la pression, mais qui finalement, on le voit aujourd'hui, a beaucoup de talent et peut vraiment apporter à cette équipe encore plus avec le coup de mou de Barcola qui se met à durer un petit peu. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Mais comme je disais, le point positif, et ça revient à la question de est-ce que c'est l'homme de la situation, c'est qu'on a vu les turbulences qu'il y a pu avoir, la période un petit peu compliquée de disette, notamment devant le but, qui a amené des résultats compliqués et des questions. Au final, le vestiaire, il a continué à travailler, l'équipe a continué à travailler et elle a répondu de la meilleure des manières, avec une victoire face à Salzbourg et victoire face à Lyon et Monaco qui étaient en grande forme. Et même la qualif aussi à Lens. Donc c'est important de voir comment le groupe réagit, les résultats qu'il peut y avoir derrière. On voit City par exemple, ils s'en remettent pas. Ça fait 15 ou 20 matchs, là, la série, elle est catastrophique. Donc c'est important, même le Barça, on voit que c'est encore très compliqué. Et c'est là aussi que tu vois la force d'une équipe, c'est quand il y a des turbulences, ce qui est normal, tu as des points faibles dans une saison, tu as des hauts et des bas. C'est la gestion des temps faibles et des bas. Et je trouve que là, ce PSG-là et Luis Enrique l'a géré de fort belle manière, puisqu'on revient très bien. Après, il faudra voir après la trêve en janvier.
Et aussi, juste rajouter par rapport au numéro 9, c'est vraiment la seule chose que je reproche à Luis Enrique, c'est vraiment de ne pas assez compter sur Ramos parce que bon, on l'a vu jouer titulaire, mais derrière, on le voit sur le banc 2-3 matchs d'affilée. Heureusement que c'est Ramos et qu'à chaque fois qu'il rentre, mentalement, il est là, il est résilient et il vient, il marque. Peu importe s'il joue 10, 15, 20 minutes, mais c'est le seul truc que je peux lui reprocher. Parce que tout le reste, je ne suis pas d'accord sur le fait que tout le monde dise qu'il est dogmatique, alors qu'on voit qu'il essaye beaucoup de choses. Sur son milieu de terrain, il a essayé beaucoup de choses. À droite, il essaye Dembélé, il essaye Kanginli, il a essayé Lif au 9, il a essayé Dembélé en 9, il a essayé Ramos, il a déjà essayé Kolo Muani aussi. On l'a vu surtout sur le poste du troisième central. On a vu Nuno Mendes brider, on s'est tous plaints. Finalement, il a commencé à essayer Fabian Ruiz. Maintenant, il y a une alternance avec Vitinha, João Neves. Avec le retour d'Hernandez, il y aura peut-être Hernandez qui va jouer à ce poste-là et Nuno Mendes plus haut. Donc, il n'est pas fixé sur ses idées. Il tente beaucoup de choses. Et c'est aussi pour ça que je suis aussi positif et patient surtout. C'est que on voit bien qu'il essaye des choses. On pourra revenir aussi au mercato. On voit bien qu'il y a la volonté d'être patient, de ne pas faire n'importe quoi et de recruter les bons profils aux bons endroits. Et il ne manque pas grand-chose. Je pense que quand il y aura tout ça d'aligné, on l'espère surtout, mais je pense qu'on se rapproche d'une Ligue des Champions à ce moment-là, avec lui ou pas. Et pour revenir du coup sur Donnarumma Safonov, c'est étonnant parce que Donnarumma a fait une très bonne saison l'année dernière, notamment en Ligue 1 surtout, où il nous faisait gagner beaucoup de points. Et cette saison, en fait, il est absent. Il est absent. Déjà physiquement, il revient, je trouve qu'il est beaucoup moins affûté que l'année dernière. Au niveau de ses arrêts déterminants, il n'y en a plus. À part celui face à Auxerre, il y a un arrêt à faire, il le fait. Mais sinon, c'est compliqué. En Ligue des Champions, comme d'habitude, Donnarumma s'est troué. Face à Arsenal, on peut lui imputer les 2 buts, puisque clairement, le premier, la sortie, elle est dramatique. Et la deuxième, il bouge ses mains, même si c'est compliqué. Mais bon, garde tes mains droites, il les bouge, donc elle est un petit peu pour lui aussi. On n'est pas rassuré par Donnarumma, et malheureusement, là où je trouve que c'est bien, c'est qu'au niveau de sa gestion, on a pris du temps. On l'a laissé 3 ans, 4 ans, concurrence, pas concurrence, confiance, pas confiance. Au final, on a vu ce qu'il pouvait donner. On voit que c'est quand même limite pour gagner la Ligue des Champions. Donc très bien, passons à autre chose. Pour moi, il doit partir cet été et on doit aller chercher un grand gardien. Et du coup, je ferai confiance à Safonov, puisque on l'a recruté quand même. Là, jusqu'à la fin de la saison, tu fais confiance à Safonov. Oui, moi j'en parlais dans les matchs même de Ligue des Champions. Pour moi, la question se pose toujours avant un match de Ligue des Champions, est-ce que ce sera Donnarumma ou Safonov? Pour moi, avec ce qu'a montré Safonov, il mérite de jouer. Il a plus montré que Donnarumma. Et clairement, tu l'as acheté 20-25 millions. Si tu ne comptes plus sur Donnarumma, autant essayer Safonov. Moi, j'ai une petite question parce que c'est quelque chose que je demande beaucoup souvent à Femi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, je pars dans l'hypothèse où le Paris Saint-Germain arrive à se qualifier en 16e de finale de Ligue des Champions et ensuite arrive à se qualifier en 8e de finale, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, un quart de finale de Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions ne va pas être trop gros pour Safonov, là où Donnarumma, lui, il est déjà habitué? Pour moi, non. Pour moi, non, parce que... alors après, c'est peut-être aussi sa nationalité, son caractère aussi, mais je trouve qu'il est imperméable à la pression. Je ne vois pas de pression sur lui. Dès qu'il a joué, il a été bon, il a été plutôt rassurant. La seule erreur depuis le nombre de matchs qu'il a joué, le temps de jeu qu'il a eu, la seule erreur, c'était face au Bayern. Alors bon, vous me direz, c'est une erreur en Ligue des Champions comme Donnarumma, c'est vrai, et c'est ça qui est relou, parce que dans le contenu, la vérité, c'est que c'est bon. Même si son jeu au pied, parfois, c'est un petit peu bizarre, il y a des dégagements un peu farfelus, mais globalement... Ça reste quand même meilleur que Donnarumma. C'est ça. Et en fait, c'est même pas la précision, c'est surtout le fait que tu vois que le ballon lui brûle pas les pieds. Quand il a le ballon, qu'il soit sous pression ou pas, ça lui brûle pas les pieds. Il est capable de jouer, d'être loin de son but, de sortir aussi, on l'a vu face à Lens. La séance de pénalty, sous pression, il fait gagner son équipe. C'était un des gros points forts de Donnarumma, les pénaltys. On voit que finalement, Safonov, c'est bon aussi. Domaine aérien, il est meilleur aussi. Avec le ballon, il est meilleur aussi. Quand tu ajoutes tout ça, pour moi, ça fait la différence. Et pour moi, je ferai un peu plus confiance à Safonov qu'à Donnarumma parce qu'il a plus montré que lui. Ah non, mais moi de toute façon, je ne vais même pas paraphraser. Moi, je vais juste demander à Donnarumma de quitter mon club, c'est tout simplement. Je trouve que vous êtes assez ingrat quand même, les Parisiens avec Donnarumma. Je trouve que vous êtes assez ingrat. Et Recoba, il a très bien expliqué. Il est là depuis 2021. On l'a mis en concurrence au départ avec Navas. Puis, il a eu le statut de titulaire. Puis, on le remet en concurrence. Rien n'y fait. Il a ses prestations toujours autant défaillantes en Ligue des Champions. Franchement, toi, t'as pas vécu dans notre camp, en tout cas, les matchs au Bernabéu, etc. On a souffert. Les matchs au Bernabéu, hormis l'erreur face à Karim Benzema, le reste ne peut pas faire grand-chose. Des erreurs, on peut t'en parler, on peut t'en j'ai toujours trouvé que l'année dernière, face au Barça, la sortie, elle est cata, le corner, il est cata, Dortmund, le corner, c'est pour lui. Moi, j'ai toujours trouvé que, de toute façon, c'était une erreur. Personnellement, en ayant côtoyé Keylor pendant toutes ces années, c'était une erreur pour moi de plutôt miser sur Donnarumma que Keylor Navas, parce que je ne comprendrais jamais ça. Keylor Navas, c'est un excellent gardien. Mais aujourd'hui,
il est resté, il s'est imposé et je vois quand même que c'est un très bon gardien. Aujourd'hui, comme ça, que tous les deux vous me disiez que vous préférez pour la fin de la saison avoir Safonov, moi j'ai quand même si tu penses qu'il a l'air d'être imperméable à la pression, moi j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné ça va craquer et que c'est beaucoup trop jeune pour pouvoir, suppléer Donnarumma comme ça au milieu de la saison. Ça aurait pu être possible si dès le début de la saison c'était Safonov. Tu vois, tu lui as donné la confiance et peut-être il s'est un peu plus construit. Mais là, comme ça, switcher. Je sais pas. Et moi, tu sais, un grand gardien, t'en as besoin pour gagner une grande compétition. Parce que dans les grands moments, clairement. comme un grand attaquant, il te fait gagner des matchs. Un gardien, c'est la même chose. Oui. Et quand un gardien, il est pas imperméable à la pression, tu peux pas aller aussi loin. Parce que quand il va y avoir un coup franc, quand il va y avoir la pression sur lui avec le ballon dans les pieds, quand il va y avoir une sortie aérienne à faire, il va se trouver. Et des mecs comme Courtois, des mecs comme Navas, des mecs comme Casillas, comme Buffon, ce que vous voulez, ils étaient imperméables à la pression et c'est pour ça que c'est des très grands gardiens. Et la différence avec Donnarumma, c'est Donnarumma, il n'est pas moins bon sur sa ligne, il est exceptionnel d'ailleurs sur sa ligne, il n'est pas moins bon, mais malheureusement, la pression, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas visiblement à supporter. Et là où il était aussi très très rassuré et suppléé avec l'Italie, parce qu'on le sait, le jeu italien, c'est les défenseurs, les patrons de la surface. Mais lui, quand il doit être le patron de la surface dans une équipe qui joue haut comme le Paris Saint-Germain, il n'arrive pas à l'être. Et c'était le cas avec Keylor Navas. Si on était aussi rassuré, c'est parce qu'on avait un gardien qui avait aucune pression, qui rassurait sa défense, qui était le patron dans sa surface. Et j'ai l'impression que Safonov, c'est un peu plus un patron que Donnarumma. Justement, pour faire un petit peu la transition sur les flops et les joueurs qui t'ont un petit peu déçu sur cette première moitié de saison, Recoba, toi, tu citerais qui là, comme ça, spontanément? Top et flop, on va commencer par les tops. Qui je verrai cette saison, pour l'instant, je dirais Hakimi. C'est vraiment le gros top de cette partie de saison. Surtout parce que on n'a pas de doute sur son niveau. On savait qu'il avait ce niveau-là, qu'il était capable d'avoir ce niveau-là. On l'avait vu avec l'Inter, on l'avait vu avec Dortmund, mais avec le Paris Saint-Germain, on ne l'avait pas assez vu. On l'avait entrevu par moments, mais c'était pas assez régulier. Et cette saison, enfin, on voit le vrai Hakimi avec un rôle très offensif. Donc tant mieux. Je pense qu'il doit encore progresser dans les 30 derniers mètres, dans la justesse technique, les centres par moment, trouver de meilleurs centres, de meilleures passes, peut-être frapper un petit peu plus, mais il y a une vraie qualité offensive, il y a un abattage incroyable avec beaucoup de kilomètres parcourus, beaucoup de courses, même défensivement c'est solide, donc très content de le voir à ce niveau, parce que c'est un joueur quand même qui a coûté cher et qui a un statut et qui peut devenir aussi le futur capitaine du PSG, donc c'est tant mieux d'avoir Hakimi à ce niveau-là. Après comme top, qui c'est qu'on peut avoir? Il y avait Barcola sur la première partie, mais c'est vrai qu'il s'est éteint malheureusement. Maintenant, Pacho Neves, c'est les recrues clairement. Il faudrait citer quand même Marquinhos aussi, parce que la vérité, c'est qu'il revient bien quand même. Et si Pacho s'est aussi bien acclimaté à ce club, et si la défense est aussi solide, c'est aussi grâce à Marquinhos quand même, qui, je pense, a très très bien accueilli Pacho et qui l'aide vraiment aussi à se développer et à jouer, et qui communique beaucoup avec lui. Donc je pense que le niveau de Pacho, c'est aussi grâce à Marquinhos. Et puis forcément, João Neves, qui, avec Luis Enrique, c'était une vraie volonté. Et puis avec Vitinha au milieu de terrain, je pense que les deux se trouvent à merveille et ils s'acclimatent parfaitement bien. Moi sur Achraf, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est le meilleur joueur du PSG depuis le début de cette saison. Après, voilà, j'attends encore confirmation. T'es quand même dur avec lui depuis le début de la saison aussi. Je suis pas dur avec lui, mais ce que je dis, c'est que là, on a un petit peu tendance à s'enflammer. Des débuts de saison positifs d'Achraf Hakimi, on en a vu depuis qu'il est au PSG. Et on a vu aussi les deuxièmes parties de saison, à quel point ça peut être très compliqué pour lui. Donc moi, voilà, je dis juste, temporisons un petit peu. Il est très fort en ce moment. On sent que depuis peut-être le départ de Kylian aussi, on est un peu en manque de leader dans cette équipe. Achraf a pris aussi cette responsabilité-là. Peut-être que ça lui permet justement d'être plus régulier. Maintenant, dans les matchs qui vont compter là en janvier, en février, il faudra répondre présent. Tu vois. C'est juste ce que je dis. Après, sur Pacho et Neves, oui, je pense qu'on est tous d'accord, on l'a tous vu. Pacho, il a enchaîné les matchs avec Marquinhos en défense centrale. Ça s'est très très bien passé. Et puis pour João Neves, quel joueur. Voilà, moi je le trouve, je suis fan personnellement, c'est un peu notre couteau suisse. Il fait un petit peu tout sur le terrain. Voilà, pour moi, il est amené à dominer dans ce milieu de terrain pour les prochaines années, pardon. Sur les flops maintenant, les joueurs qui t'ont un petit peu plus déçu, je pense qu'on a suffisamment parlé de Donnarumma, mais pour les autres, est-ce que t'en vois d'autres, Recoba? Je dirais surtout Nuno Mendes et Dembélé, parce que Nuno Mendes, je trouve que
il progresse pas, il progresse plus, j'ai l'impression. Et alors autant quand il a joué en centrale, bridé, etc., je peux l'entendre. C'est un joueur quand même très offensif, qui a de grosses qualités offensives plus que défensives. Même s'il nous a montré que défensivement, il était capable d'être là. Et cette saison, je trouve qu'il n'est pas au niveau défensivement. Il nous a habitués à mieux. Mais au moment où il était bridé, je peux totalement entendre ses performances en dents de scie. Par contre, je trouve que maintenant, il a une vraie liberté offensive et il doit être un élément important comme l'est Achraf Hakimi. Et pour l'instant, on a du mal à retrouver le Nuno Mendes d'avant parce qu'il faut quand même le dire, hein, Nuno Mendes, même si ses prestations sont loin d'être dégueulasses cette saison, il nous a habitués à des standards très très élevés où on l'a porté au rang de top 3 des latéraux gauches mondiaux. Donc à un moment donné, on doit retrouver ce Nuno Mendes-là. Ce Nuno Mendes qui percute, qui enchaîne, qui marque des buts, qui fait des passes décisives, qui est vraiment décisive et qui impacte positivement un match. Donc j'attends plus de Nuno Mendes au même titre que j'attendais beaucoup plus d'Achraf Hakimi parce qu'on connaît leur potentiel et leur qualité et ils doivent faire plus. Et pareil pour Dembélé, paradoxalement, il state beaucoup plus que l'année dernière. Mais dans le contenu, il est moins bon que l'année dernière. Parce que là où l'année dernière, on le défendait parce qu'il y avait le contenu, il y avait l'avant-dernière passe, il y avait tout ce déséquilibre qu'il a porté. Cette saison, on le voit un petit peu moins. Il est plus timide sur les matchs, il passe à côté, on le sent moins impliqué, moins focus. Et tu sens que tu en parlais tout à l'heure avec Luis Enrique, il y a eu une brouille, on le sait, avant Arsenal. Est-ce que ça a laissé des traces? Est-ce qu'il y a encore un petit souci ou quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sens Dembélé beaucoup moins investi que les autres. J'ai l'impression qu'il y a l'équipe et lui qui est un petit peu à côté, qui traverse les matchs. J'ai un peu du mal avec Dembélé, mais en tout cas, la vérité, c'est que son contenu est moins bon que l'année dernière. Donc, c'est dur de le mettre en flop, évidemment, parce qu'en plus, il state. Mais on attend beaucoup plus d'Ousmane Dembélé, qui, aujourd'hui, est un leader offensif et un leader au PSG. Moi, je suis d'accord avec toi hein, sur les flops, notamment Nuno Mendes. Ce que je peux ajouter sur Nuno Mendes, c'est que je pense qu'on l'a monté quand même assez rapidement, à juste titre sur ce qu'il propose offensivement, je suis d'accord. Mais moi, j'ai jamais vu depuis qu'il est au PSG un Nuno Mendes qui sait défendre. Je suis désolé. Et on parlait tout à l'heure du match contre le Bayern, etc. Mais il fallait voir ce qu'il faisait contre le Bayern. Le placement, il était dégueulasse. Et même la faute débile sur Saka et qui donne le coup franc alors qu'il est long voilà, touche et qu'il n'y a pas de danger, ça fait but derrière. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, c'est pas un mal en fait qui a débuté là cette saison sous Luis Enrique en fait. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a toujours eu cette lacune défensive. Il compensait parfois à la course, tu vois, et aussi parce qu'il est capable d'apporter offensivement. Mais moi, j'ai jamais connu un Nuno Mendes qui était souverain défensivement. Je suis désolé, hein, personnellement. Voilà. Après, sur les flops que je pourrais ajouter, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Anderson, mais Vitinha, cette saison. Ah, tu le mets dans les flops. Aïe, aïe, aïe. Moi, je me désolidarise. Je suis désolé, je peux pas le mettre dans les flops. En fait, je trouve je vois ce qu'il veut dire, dans le sens où il est beaucoup moins présent que l'année dernière. Mais je pense aussi que son rôle a un peu changé. L'année dernière, par exemple, typiquement, il n'hésitait pas à tenter des frappes de loin, il n'hésitait pas à monter un peu plus, à se projeter un peu plus vers l'avant. Et cette année, il le fait beaucoup moins, mais ses prestations ne sont pas moins bonnes. Je suis désolé. Mais pour toi, Recoba, aujourd'hui, Vitinha, c'est niveau top 30 Ballon d'Or comme il a été là dernièrement? Non, mais parce qu'il y a plusieurs choses. Comme il l'a dit, déjà, il y a un rôle différent. C'est toujours le même poste, mais le rôle est différent. Parce qu'aujourd'hui, offensivement, alors ça change un petit peu avec quand c'est João Neves qui joue plus bas, lui joue un petit peu plus haut, mais pas aussi haut que l'année dernière. Parce que cette année, tu as Ruiz, tu as Nuno Mendes aussi qui joue très haut, on voit Warren, on voit Hakimi. L'année dernière, il y avait peut-être un petit peu moins de monde devant, et donc Vitinha a un rôle un peu plus défensif, un peu plus de position basse, et donc on le voit moins monter. C'est dommage, parce que l'année dernière, clairement, on l'a vu face au Barça, il débloque le match, il est exceptionnel à ce poste-là, dans ce rôle-là. Donc peut-être que dans certains matchs, on le verra un peu plus haut, mais cette saison, il a un rôle un peu plus stabilisateur, plus regista, plus défensif, plus bas. Donc c'est aussi ça qui explique ça. Mais pour moi, il y a eu surtout un début de saison un peu compliqué parce que faut pas oublier, mais Vitinha, c'est un jeune joueur. C'est sa deuxième vraie saison au PSG parce que je compte pas pas celle d'avant, mais celle d'avant avec Messi, Neymar, etc. où il venait d'arriver, où c'était compliqué. Voilà. Mais Vitinha, il est jeune, il grandit, il commence à digérer aussi les matchs avec la sélection. Il enchaîne tous les 3 jours. Il y a la sélection, les voyages, l'Euro aussi où c'était un des meilleurs joueurs du Portugal. Donc il digère tout ça, top 30 Ballon d'Or. Donc faut digérer tout ça et il est très attendu aujourd'hui et c'est normal. Vitinha, il a énormément de qualité. On attend énormément de lui et c'est normal. Mais donc, il ne faut pas être non plus trop exigeant.
Mais surtout, il ne faut pas banaliser. C'est surtout ça que je veux dire. C'est pas banaliser ses performances parce que la vérité, c'est que si le PSG est aussi dominant, si le PSG est aussi fort, entre guillemets, c'est aussi grâce à Vitinha. Et la vérité, c'est que des fois, il se prend des ballons, il se prend des sacoches dans les jambes, il arrive à les récupérer, à les bonifier. Sous pression, il perd aucun ballon, il régule le tempo, il trouve des passes intéressantes. Et encore une fois, qui ne stade pas parce que tu regardes la louche qu'il met face à Lens, elle est exceptionnelle. Mais qui est devant pour finir? Dembélé qui rate totalement. Voilà, voilà. Ça, en fait. Donc à un moment donné, les gestes de génie, il les a. Peut-être que je suis d'accord, il doit prendre peut-être un peu plus de risques par moment. Mais à un moment donné, nous, on le voit de notre télé. C'est facile, on a la vue devant notre télé, on a tout le terrain. Lui, peut-être qu'il ne le voit pas. Et puis le problème, comme on le dit encore une fois de plus, aujourd'hui, s'il prend beaucoup plus de risques, peut-être qu'il laisse un trou derrière. Parce que son rôle n'est plus le même. Son rôle n'est plus le même. Et moi, typiquement, c'est le genre de joueur où... je veux faire un parallèle, parce que j'aime bien faire des parallèles comme ça. C'est la même chose qui s'est passé avec Jude Bellingham au début de la saison. Les gens ont dit, c'était un joueur qui a marqué beaucoup de buts la saison dernière et cette saison, il marque plus. Mais son rôle avait changé. Son rôle avait changé parce qu'on lui demandait de beaucoup plus défendre. Il était beaucoup plus aux tâches défensives. Alors que là, quand il retrouve son rôle où il est un peu plus offensif, tu vois que le joueur il s'épanouit et que c'est beaucoup plus facile de marquer ou même d'aider à marquer. Et Vitinha, c'était la même chose. Si l'année dernière, il tentait des frappes, il tentait des gestes un peu plus, des percées, des trucs comme ça, c'est parce que son poste lui permettait. Cette saison, c'est pas le cas et je peux pas. En tout cas, quand moi je regarde son match, je peux pas dire que je suis déçu de lui. Je suis désolé. Exactement. À aucun moment j'ai été déçu. Et je rajouterais aussi que c'est avec les matchs, avec l'expérience, etc. Surtout dans un rôle de 6, on le voit avec Rodri. Rodri, le joueur qu'il est devenu aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il est à City. Et pour autant, c'est que maintenant qu'il est devenu un vrai ballon d'or, une vraie référence à son poste. Parce que ça prend du temps. C'est des postes compliqués qui viennent avec l'expérience. Un vrai ballon d'or, je sais pas, mais bon. mais tout ça pour dire que Vitinha, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va venir aussi avec le temps. Et comme tu disais avec Bellingham, quand tu joues 10, quand tu joues 9,5, quand tu as une position très haute, tu peux tenter, tu peux prendre le risque quand tu es comme Odegaard par exemple. Parce que derrière, tu sais que ton équipe, elle est là. Mais quand tu le tentes à la position de Vitinha, quand tu perds le ballon ou que tu rates ta passe, derrière, c'est compliqué. Il n'y a pas autant de monde derrière. Donc, c'est encore une fois trouver le juste milieu entre quand prendre le risque, quand ne pas le prendre. Alors oui, il doit peut-être prendre plus de risques, ça ferait peut-être plus de bien, ça casserait plus de lignes, ça amènerait peut-être plus d'action. Mais par moment, il vaut mieux jouer un petit peu la sécurité. Ouais, moi, je ne suis pas certain que son nouveau rôle au sein de cette équipe de Luis Enrique, ça explique tout. Mais en tout cas, oui, c'est clair que c'est toujours un joueur important pour nous. Tu vois. Peut-être que le terme de flop, il est un petit peu trop, un petit peu trop fort pour ce qu'il propose. Mais moi, je continue de penser que voilà, il va falloir qu'il montre un petit peu plus de personnalité, je pense. Il a eu l'opportunité de prendre sa chance là sur certains matchs. Tu vois. On le voit souvent aux abords de la surface de réparation et ne pas tenter. Tu vois. Et ça, pour moi, il n'y a pas d'explication. Tu vois. Peut-être qu'il y a certaines passes qu'il ne peut pas tenter, où c'est plus délicat de le faire. Mais en tout cas, quand il est à 25 mètres face au cage et qu'il ne prend pas sa chance, voilà, tu peux te demander pourquoi il le fait pas. Peut-être qu'on le verra plus haut, peut-être qu'on le verra un peu plus haut l'année prochaine, suivant si on recrute un 6 ou pas, parce que est-ce que c'est un intérim aussi, c'est ça la question. Est-ce que c'est un intérim? Est-ce qu'on attend de prendre le vrai numéro 6 qu'on veut, qu'on a besoin? Et du coup, Vitinha montera d'un cran la saison prochaine? Ou est-ce que c'est vraiment lui qu'on veut installer? Si c'est le cas, il y a encore pas mal d'axes d'amélioration pour Vitinha, dont on parle depuis tout à l'heure, mais aussi l'aspect défensif, parce qu'il ne rassure pas vraiment la défense. Autant avec ballon, il ne le perd pas, il n'y a pas de souci, il est capable de ressortir sous pression. Autant sans ballon, gagner des duels défensifs, c'est pas évident. Il sait salir le short de plus en plus, mais on le voit sur certains crochets. On l'a vu face à Trossard, on l'a vu face à Correa. En un petit crochet, il se fait éliminer et derrière, ça fait but. Donc, c'est aussi là où il va devoir progresser, surtout si on l'installe vraiment en numéro 6. Justement, si on se projette un petit peu sur la suite Recoba, on sait qu'il y a les 2 matchs de Ligue des Champions qui sont ultra importants, à domicile contre City, à l'extérieur contre Stuttgart. Déjà, comment tu les perçois? Est-ce que tu penses qu'on va décrocher la qualification? Et est-ce que aussi tu penses qu'il faut que le PSG soit actif sur le marché pour justement relever ce défi et aller se qualifier dans les 24? Déjà, alors peut-être que tu ne le savais pas, mais petite information, le mercato d'hiver n'aura pas d'incidence sur les matchs face à City et Stuttgart parce qu'on ne pourra pas les inscrire. Oui, c'est vrai. On ne pourra pas inscrire les recrues. Donc, encore une fois, tu vois, le mercato d'hiver, du coup, il est un peu spécial parce que
si tu recrutes des joueurs mais que tu ne te qualifies pas, au final, tu auras. Bon, alors c'est toujours bien, ils sont là, ils auront 6 mois pour s'acclimater. Il y a la Ligue 1, tu me diras, c'est quand même bénéf, ça ne sert pas à rien. Mais c'est une autre vision. Alors que si tu te projettes dans les 24 qualifiés pour la Ligue des Champions, tu as les 16e, les 8e, etc. Là, si tu fais des vrais recrues cet hiver, ça peut être très intéressant et une vraie plus-value même pour la Ligue des Champions. Mais par rapport aux 2 matchs, moi, je suis toujours confiant. Parce que, comme je dis, le contenu est là. Et je sais, en fait, du coup, qu'avec ce PSG, on va avoir des occasions. Je sais qu'on va avoir des occasions. Je sais maintenant aussi qu'on a des entrants qui peuvent être intéressants, que ce soit Ramos ou que ce soit Barcola ou Doué, ou alors si l'un des deux est sur le banc. Et je sais que pendant un match, on va avoir des occasions. Je sais aussi qu'on défend bien et qu'on peut avoir un gardien rassurant, entre guillemets, comme Safonov, même si je m'avance peut-être un petit peu. Donc la donne, elle n'a pas changé. Il fallait battre Salzbourg et surtout Stuttgart. Donc c'est fait pour Salzbourg, il reste Stuttgart. Si on n'arrive pas à prendre 3 points contre Stuttgart, oui, c'est une belle équipe. Oui, c'est en Allemagne. Oui, ça va être compliqué. Mais je suis désolé, on est le PSG avec cet effectif, avec nos lacunes et nos qualités. On doit battre cette équipe de Stuttgart qui a perdu aussi de nombreux matchs en Ligue des Champions. C'est pas, on ne parle pas du Borussia Dortmund à l'extérieur ou du Bayern. On parle de Stuttgart. Avec tout le respect, on est le PSG quand même. Maintenant, on sait ce que ça donne quand vous parlez de Valladolid, de tout ça. Donc faites attention. Mais tu vois, le Real a eu des difficultés contre eux. Mais ils ont gagné. Bien sûr. Voilà, parce que ça reste le Real. Bon, nous, c'est la même chose. Surtout que moi, je pense qu'au final, surtout qu'il y a une donnée qui a changé, c'est que dans ces 2 matchs qui restent, on avait un Manchester City, au moment où vous les avez tirés, c'était très, très craignos. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde le niveau de jeu qu'ils affichent, c'est abordable de la part du Paris Saint-Germain. Sauf si vous décidez de le relancer d'ici là. Mais moi, je vais vous poser à tous les deux une question vraiment fermée. Est-ce que si demain, le Paris Saint-Germain ne se qualifie pas pour la suite de la Ligue des Champions, est-ce que pour vous, c'est une saison ratée ou pas, même s'il y a le titre de Ligue 1 à la fin? Totalement. Totalement. Aujourd'hui, tu es le PSG. Avec tout ce que tu as investi. Pas dans les 24. Dieu sait que moi, j'aime pas parler d'argent quand on parle de football, tu vois, mais malgré tout ce que tu as investi, tu n'arrives pas à être dans les 24 de la Ligue des Champions. Mais pour moi, c'est rideau terminé. On se revoit l'année prochaine, je te dis la vérité. Tu dois être dans les 24. Tu dois être dans les 24. C'est ton statut. Tu es demi-finaliste de la Ligue des Champions sortant. Je suis désolé. Tu dois être dans les 24. En fait, j'ai même pas d'argument tellement ça me paraît naturel aujourd'hui par rapport à ce qu'on représente aujourd'hui. Voilà, ça fait 3 demi-finales en 5 ans. Tu es obligé d'être dans les 24. Pour moi, il n'y a pas d'autre option. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai, comme tu le disais, la donne a changé parce que City, tu entrevois la possibilité de prendre un ou plusieurs points. Donc, 3 points, clairement, ce sera différent. Et puis d'ailleurs, si tu bats City chez toi, tu es déjà qualifié et tu affrontes Stuttgart avec moins de pression. Donc ça peut clairement tout changer. Mais par rapport à la saison ratée, oui, j'ai beau être positif, à un moment donné, tu ne finis pas dans les 24. Que tu finisses ric-rac dans les 24, je veux bien. Je peux t'excuser parce qu'en plus de ça, tu as un tirage compliqué. C'est factuellement le tirage le plus compliqué de la Ligue des Champions. Et quand tu vois même des équipes chapeau 3 et 4 avoir un calendrier plus abordable que le nôtre, franchement, tu te dis, mais c'est terrible, quoi, c'est lunaire. Mais ouais, ce serait un échec terrible parce qu'il y a beau avoir des manques, on a beau ne pas avoir le meilleur effectif du monde, tu es censé finir dans les 24. Quand tu joues le PSV Eindhoven, tu dois prendre 3 points, encore plus quand tu as joué de cette manière. Gérone, tu as pris 3 points. Stuttgart, tu dois prendre 3 points. Et à un moment donné, tu es censé accrocher au moins un gros. Donc non, ce serait évidemment un échec. Ce serait une saison ratée, clairement, parce que même s'il y a le championnat, même si tu finis invaincu, tu peux te faire sortir dans ce nouveau format, au-delà de la 24e place, avec des équipes comme Zagreb, le Slovan Bratislava, etc. Non, franchement, ce sera un énorme raté. Mais du coup, la question, et du coup, je vous la pose, c'est est-ce que si la saison elle est ratée et qu'on ne finit pas dans les 24, qu'est-ce que vous faites de Luis Enrique? Est-ce que vous le virez? Moi, je le garde. Personnellement, moi, je pense que je suis pas... En fait, moi, aujourd'hui, je suis en train de militer pour que Ancelotti parte du club parce que j'estime qu'il arrive en fin de cycle. Parce que j'estime qu'il n'a plus grand-chose à apporter à cette équipe-là. Alors que c'est tout l'inverse pour Luis Enrique. Je trouve qu'il n'est même pas encore au début de ce qu'il peut apporter à cette équipe-là et ça peut vraiment s'inscrire dans la durée et faire vraiment de ce PSG un nouveau Paris Saint-Germain qui pourra justement avoir une vision vers le futur, comme tu l'as dit, où on aurait des entraîneurs qui viendraient bénéficier du travail qu'a fait Luis Enrique. Ce serait une erreur de le virer. Surtout que, comme tu l'as dit, le parcours en Ligue des Champions, il est très très compliqué. Aujourd'hui, il y a des équipes, je prends notamment un Brest ou même un Lille, après, se sont facilité la tâche, mais qui ont un parcours de Ligue des Champions beaucoup plus simple que celui du Paris Saint-Germain, tu vois. Tu peux pas non plus dire que tu t'attendais à battre
Arsenal ou l'Atlético Madrid ou le Manchester City. Donc son groupe est très, enfin son groupe, sa ligue est très très compliquée et aujourd'hui s'il est éliminé en Ligue des Champions, malgré tout, moi je le garde. Hein. Sauf si bien évidemment à la fin il y a aussi une défaite en Ligue 1. Là je vais me dire c'est très très compliqué. Je pense que là pour le président, s'il gagne pas la Ligue 1, il gagne pas la Ligue des Champions. Il va pas minimum en demi-finale ou en quart de finale de la Ligue des Champions, ça devient compliqué. Non, après, bon, déjà, moi, personnellement, je ne l'aurais pas viré en cas d'échec à se qualifier pour les barrages. Après, je comprendrais que Nasser le fasse là. Si jamais Luis Enrique va en barrage, pour moi, c'est son ticket pour l'année prochaine. Mais ça, clairement, pour moi, c'est un objectif minimum. Dans n'importe quel travail aujourd'hui, tu n'atteins pas tes objectifs, on te vire. Tu vois ce que je veux dire? C'est la réalité aussi du monde professionnel. Donc, il faut que tu assumes quand même un minimum d'objectifs. Tu vois. Après, oui, moi, je pense que je ne l'aurais pas fait parce qu'il y a le projet, parce que malgré tout, on va quand même dans la bonne direction, parce qu'on est content de ce qu'on voit en termes de jeu, etc. Parce qu'aussi, on est content de ce que l'équipe dégage. Les stars sont plus au-dessus de l'équipe. Voilà, c'est un projet collectif. On est content globalement avec cette équipe. Donc, pour tout ça, oui, on aimerait conserver Luis Enrique. Mais clairement, ça entamerait beaucoup son crédit de ne pas se qualifier là pour les 24, hein, clairement. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. En tout cas, merci à toi, Recoba, vraiment d'avoir accepté l'invite et pour la conversation qu'on a eue. Franchement, c'était cool. C'était un plaisir d'avoir quelqu'un enfin sur cette chaîne qui ne voit pas tout noir comme c'est pas vrai. Non, mais parce que moi, à la fin, il finit par dire ouais, je le vire pas. Je l'ai peut-être réussi à. Je suis désolé parce que tous les jours, il est en train de me dire que voilà, Luis Enrique, même le jeu, il le voit pas. Mais moi, je déteste pas Luis Enrique. Hein. Moi, j'aime juste qu'on soit factuel. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis désolé quand j'émets au départ des doutes sur ce qu'on propose offensivement. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est compliqué. Tu vois? Donc voilà, c'est tout ce que je dis. Moi, je pense que c'est juste un switch parce qu'en soi, on peut pas lui imputer non plus l'inefficacité de ses joueurs. Parce que sur le terrain, quand il rentre, tu vois bien que l'équipe est en place, qu'il y a des occasions, qu'il y a des situations. Et maintenant, c'est ces joueurs qui n'arrivent pas à mettre le ballon au fond des filets. Tu veux qu'il rentre sur le terrain et qu'il les pousse dans les cages. C'est pas sa faute si Dembélé il rate 40 000 occasions par match. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas sa faute. Exactement. On est d'accord. Non, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci, parce que tu m'as mis du blé à moudre. Voilà, je vais réfléchir. C'est cool, en tout cas. N'hésitez pas à le follow, hein, Recoba, sur sa chaîne. Énormément de contenu sur le PSG, mais aussi sur la Ligue 1. Hein. Et puis, nous, on va se retrouver très, très vite pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot. À plus tard. Ciao. Salut.